à tous, heureux de vous retrouver pour ce podcast Avenir ADB. Toujours avec moi Camille et puis notre ami Christophe. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bon, ça va, tout le monde a l'air d'être en forme. On va parler aujourd'hui, on va aborder un sujet, on va parler des logiciels métiers, parce qu'il y en a qui existent, qui ne sont pas tout jeunes, il y en a qui n'existaient pas et qui font leur petite apparition, il y a les startups qui sont toujours présentes. Alors voilà, c'était un petit peu pour présenter le contexte, qu'est-ce qui nous a amené vers ce podcast. C'est qu'il y a des logiciels, alors je ne sais pas comment on peut les appeler, qui notamment au niveau des syndics, qui tapent sur les syndics, et puis aujourd'hui, ils se disent que finalement ce logiciel, je ne cite pas de nom, mais vous avez vu la pub avec les latex dans le métro, ceux qui sont parisiens, mais ils tapaient sur les syndics parce que c'était leurs concurrents, et puis aujourd'hui, ils ont cet outil métier, ils se disent tiens, on va le vendre aux syndics. En gros, voilà, vous êtes des cons, mais finalement vous êtes des cons payeurs. Alors du coup, on va parler avec vous. C'est un peu ça, Christophe. C'est tout à fait ça. Je pense que déjà utiliser le même nom, la même marque, à mon avis, est un non-sens. Mais bon, après ça, c'est leur problème. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils aient en effet autant tapé sur la profession et après ils veulent absolument vendre leur outil à leur profession suite à de nouveau un changement de stratégie. Bon, leur solution est peut-être très très bonne, je la connais pas et de toute façon je suis pas là pour la critiquer. Ce qu'on peut constater simplement, c'est que ça a un avantage aussi, c'est de me donner un petit coup de pied dans la fourmilière vis-à-vis des éditeurs classiques, parce que on est quand même sur un marché qui est quand même hyper concentré, qui se concentre de plus en plus avec deux acteurs principaux qui viennent... Deux pôles, on va dire ça comme ça, ouais. Septéo, DL Software. Ouais, voilà. Qui sont dans des optiques de croissance externe à marche forcée. C'est un peu ce qui se passe également dans le secteur de l'administration de biens, avec des acteurs comme Foncia ou Citia qui rachètent à tour de bras. Et c'est d'ailleurs aussi un petit peu le sujet dans le courtage d'assurance. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, pour plusieurs de ces acteurs, il y a le même fonds d'investissement qui soit derrière. Mais bon, ça, c'est là. C'est une autre histoire. Ça nous vient de chez l'oncle Sam. C'est ça, exactement. Alors, Camille, dans ces logiciels, il y en a, toi, tu en utilises un, d'autres utilisent. Mais tout ça, y a des nouveaux qui sont en train d'arriver, mais on est plutôt pour tous les éditeurs de logiciels sur des logiciels avec des vieilles technologies qui essayent de s'adapter petit à petit à ces nouveaux marchés. C'est compliqué. Oui, en fait, c'est un vrai sujet. Pour le coup, je vais ramener ça au métier de tous les jours, c'est-à-dire nos gestionnaires qui aujourd'hui travaillent sur des logiciels où en fait on leur crée des boutons sur lesquels on va avoir nous des comptables, des gestionnaires qui vont aller appuyer, etc. pour faire le travail. On fonctionne comme ça depuis des années. Dans l'absolu, ça fonctionne bien. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des nouvelles technologies. Donc, on va avoir des modules un petit peu connexes qui sont censés venir se rattacher sur ces logiciels métiers. On va quand même, quoi qu'on dise, vers des systèmes automatisés quand même de pas mal de choses. On peut parler de robotique, de technologie, enfin, d'intelligence artificielle. Et en fait, ces vieux logiciels, quelque part, même s'ils se modernisent comme ils peuvent, il faudrait complètement tout remettre à plat. Et c'est forcément pas possible, parce que ça a un coût énorme. Mais en fait, aujourd'hui, nous, acteurs, administrateurs de biens, on est un peu... moteurs, friands en fait de ces nouvelles technologies, mais on est confronté en fait à ces logiciels qui ne peuvent pas s'adapter aussi vite qu'on aurait besoin. Alors Christophe, oui. Ouais, juste pour compléter, c'est surtout, pardonne-moi, mais c'est quand même que ces logiciels ont quand même acquis une dette technologique par choix et par stratégie, parce que c'était quand même très rentable et c'était pas mal d'avoir des systèmes vache à lait. Donc il faut quand même aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est pas forcément politiquement correct ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est qu'on a des logiciels avec de très fortes dettes techniques et ça nécessiterait d'avoir une réécriture complète
de ces outils. Et donc j'osais pas le dire, mais tu le dis. Bah oui. Alors, on va encore se faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Alors, c'est notre côté masochiste, notre côté pour relever la entrepreneur. La publicité qu'on critique. Alors, on ne cite pas de nom, évidemment, de tout ça. Nous, on est là en tant que professionnels pour parler des outils. Alors, justement, dans ces outils, on a l'apparition de nouveaux acteurs. Tu as commencé à en parler, Camille, où il y a beaucoup de start-up. On l'a vu au RENT, à la dernière édition du RENT. On le voit dans les autres meetings où nous nous déplaçons. Et puis, on est sollicité. Il y a plein de start-up. Mais j'ai l'impression que c'est... Alors, la nouvelle technologie avec un œil nouveau, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. C'est complètement éparpillé et qu'on n'a pas forcément une interopérabilité. Alors oui, déjà il y a ce sujet-là, mais en gros, ces startups qui apparaissent ou ces solutions qui apparaissent, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles se veulent hyper spécialisées sur une thématique ou sur un process en particulier. Et donc, moi, à titre personnel, j'interviens sur plusieurs solutions également qui sont hyper spécialisées parce qu'on se veut être vraiment dans l'optimisation absolue de ce bout de process. Donc ça peut être déjà un premier point qui nécessite en effet d'être interopérable avec des outils métiers, parce que malheureusement les outils métiers considèrent qu'ils sont hyper spécialistes de tout. C'est impossible techniquement, intellectuellement, etc. Parce que la facilité serait que, et après je te laisse développer tout ça, c'est que toutes ces startups, toutes ces nouvelles applis, soit ce qu'on appelle, je connais pas tous les termes, mais soit connectées en API, et que du coup, avec un logiciel métier, on ait toutes les applications qui seraient intéressantes dans notre métier, connectées directement. Le but, c'est de n'avoir qu'un seul outil. Oui, alors un seul outil, ou en tout cas une seule base de données qui fasse qu'on va éviter les ressaisies multiples. Ce qui est quand même assez incroyable actuellement, c'est qu'on est obligé, justement par ce manque d'interopérabilité, de procéder à des ressaisies ou à des réutilisations de données ou à des transferts de documents de façon manuelle. On est dans un monde de dingue. À l'heure justement de l'interopérabilité absolue, quand on prend les plateformes Google, en fait, typiquement, on est sur des outils qui sont complètement interopérables avec des bouts d'appli et ça fonctionne très très bien ensemble. Et ce qui fait qu'à ce stade, on est dans un contexte assez étonnant et détonnant, où en fait la stratégie et l'organisation des cabinets d'administration de biens est en fait imposée par les éditeurs informatiques. Il n'y a que notre secteur où ça se fait. Quand on considère les autres secteurs, quand on appréhende l'expertise comptable ou la banque par exemple, qui sont des secteurs d'activité très très proches des nôtres en termes de flux bancaire et de flux comptable, c'est très intéressant de s'y arrêter. Mais en réalité, en fait, on est de plus en plus dans des sous-systèmes ouverts. Les banques elles-mêmes ont des systèmes qui sont dictés d'ailleurs par la législation d'open banking. Et donc on a nous des stratégies qui sont imposées par nos éditeurs informatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument remettre en question. Alors justement, Camille, toi, un ADB, est-ce que dans votre outil qui vient se compléter avec des API, est-ce que vous êtes écouté par les éditeurs de logiciels? Parce que les gens qui connaissent le métier, c'est vous. Alors, on ne tape pas dessus, évidemment. Non, moi, j'ai fait une partie de ma carrière chez les éditeurs de logiciels. Mais du coup, est-ce que quand il y a des petites idées, ils vous écoutent, ils développent? Alors, oui, ils sont quand même à l'écoute. Maintenant, on sait que c'est des mécaniques qui sont longues, ce sont quand même des entreprises des grosses sociétés, donc ça ne tient pas qu'à une seule personne. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, à la vitesse où vont les choses, ce temps, il est quand même extrêmement précieux. Alors, oui, le temps est précieux, notre lumière est précieuse aussi, elle clignote. Par contre, moi je vois apparaître des nouveaux besoins. Du coup, dans vos métiers, l'intérêt c'est d'avoir des outils, des applications pour ces nouveaux besoins. Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Est-ce que vous trouvez des applications qui vont bien pour ces nouveaux besoins, Christophe? Là, actuellement, on a des problématiques, en effet, qui apparaissent. Je pense notamment, par exemple, à l'appréhension des coûts du gaz et du combustible de façon générale en ce moment. Typiquement, on a un petit problème avec la lumière, mais ça va revenir. Typiquement, on est obligé de procéder à des extractions sous format Excel
de manière à être en capacité d'appréhender les consommations réelles qui ont été constatées dans le passé sur plus que 1, 2 ou 3 exercices, parce que l'idée c'est de faire quelque chose, plus on a des statistiques sur des longues périodes, plus elles sont fiables, et ensuite derrière de pouvoir dire à nos clients, écoutez, là avec le prix spot actuellement qu'on peut constater, et la réalité du marché qu'on peut estimer dans les mois à venir, on sait que ça va coûter tant et donc on va pouvoir faire et voter tel budget en copropriété. J'ai encore eu le cas à titre personnel lors d'une assemblée générale où j'étais côté bailleur il y a quelques jours. Cet exercice-là, il a été fait à la main. C'est pas normal. En fait, théoriquement, c'est des choses... Ça veut dire, alors là, tu étais en train de nous dire, Christophe et Camille, tu vas confirmer, qu'il y a des agents immobiliers qui sont obligés de faire des choses par rapport à des nouveaux besoins peut-être, à la mano. Donc, mano dit plus de temps, dit risque d'erreur, etc. Exactement. Et puis des problématiques d'interprétation, de connaissances, de compétences. Enfin, je veux dire, un gestionnaire de copropriété, c'est pas un spécialiste du calcul et des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Faut être simple, faut être réaliste. Donc, c'est ça que je crois qu'il faut aller vers ça, tendre vers ça. Alors, il y a des éditeurs commencent à s'ouvrir depuis un certain temps déjà quand même, parce qu'il y a cette pression du marché. Parce qu'ils prennent conscience aussi que globalement, il y a certains acteurs un peu plus importants que d'autres qui ont un poids plus important dans leur portefeuille de clientèle qui leur impose là. Et je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est indispensable pour qu'on puisse gagner du temps, gagner de l'efficacité et surtout être maître de nos stratégies, quoi. Camille, est-ce qu'on fait encore des choses à la mano en administration de biens chez vous ? En fait, je pense qu'il faut voir ça un petit peu plus large, c'est qu'on va vers un changement de nos métiers comptables et de gestionnaires. La vraie vie aujourd'hui, c'est qu'on perd un temps fou à faire des tâches extrêmement chronophages à travers les outils qu'on utilise, là où on pourrait en gagner, on pourrait prendre du coup plus de temps avec nos clients et dans la relation. C'est ça. Et c'est là notre challenge à nous, il est là. Et quand on se rend compte qu'on a de grosses difficultés à recruter et à engager nos collaborateurs, ça va de pair. C'est-à-dire que en fait, nous, notre objectif en tant que dirigeant d'entreprise, ça va être d'apporter des outils aujourd'hui qui vont être déjà sympas à utiliser dans notre quotidien, nous soulager des tâches chronophages dans lesquelles on n'a aucune valeur ajoutée, et de prendre plus de temps avec nos clients. C'est prendre du temps, gagner du temps et sécuriser, parce que le risque opérationnel est croissant en fait dès qu'on multiplie les volumétries, et typiquement faire de la saisie comptable. Quand on sait que nos experts comptables utilisent moi les factures, je les dématérialise avec ça. Et après, derrière, c'est la reconnaissance qui va aller chercher les caractères, les métadonnées, les intégrer en fait dans les champs du logiciel comptable. Comment ça se fait que nous, on ne le fasse pas dans les mêmes conditions? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore souvent des technologies qui sont fondées sur des masques et non pas sur la récupération des métadonnées. Si on a demain la récupération des métadonnées sur les factures, les données consommation, on pourra les récupérer très très aisément directement depuis les sites. Alors, des fournisseurs. Il y a quand même des choses nouvelles. Tiens, l'autre jour, au Rhin, on interviewé les gens qui ont créé des machines pour l'encaissement des chèques, la vérification des chèques. Donc, on ne peut pas dire que ça stagne. Par contre, encore une fois, ce qu'on veut, c'est que dans l'outil métier, quel qu'il soit, quel que soit le développeur, la marque, c'est que tout ça vienne se connecter pour que moi, dans mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma tablette, je puisse faire s'en sortir et d'avoir 10 logiciels ou 10 applications pour pouvoir le faire. Oui. En tout cas, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on soit conscient qu'on n'est pas capable, quand on est développeur ou quand on est éditeur, de développer l'ensemble, de répondre à l'ensemble des besoins des clients, tout simplement. Camille parlait tout à l'heure de l'humain. Ce qui est important, on n'est pas là pour dire plus on met d'outils, moins il y aura d'humains. Non, c'est pas vrai. On n'oppose pas, évidemment, on n'oppose pas, ça n'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est que l'humain, justement, puisse se consacrer à d'autres tâches et que le travail de l'humain qu'on a dans nos agences, dans nos administrations de biens, dans nos bureaux syndics, c'est que sa tâche soit facilitée. Tout ça pour le résultat final, pour que le client il soit satisfait, qu'il y ait moins de problèmes, etc. C'est la transparence. On est bien d'accord, on est transparent. Voilà, on a fait un petit peu le tour des éditeurs de logiciels. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau podcast. Merci Camille, merci Jérôme, au revoir.